magazine de la Grasse matinale, l'invité. Mardi soir, l'Assemblée nationale a discuté puis voté une loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole. Alors c'était une première lecture, mais le sujet de l'agriculture et notamment la gestion de l'eau reste important. Et c'est le sujet de votre interview de ce midi, Zoé Lauvergne. Bonjour Zoé. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Et bonjour Julien Rivoire. Vous êtes chargé de campagne agriculture au sein de l'association Greenpeace France. Et vous avez suivi de près l'examen de ce projet de loi d'urgence agricole par les députés. Projet de loi qui a donc été adopté il y a 2 jours avec 369 voix pour, 178 contre et 15 abstentions. L'objectif de ce texte, proposé par le gouvernement en janvier, répondre aux revendications des agriculteurs après leur mobilisation cet hiver. Dans leur viseur à l'époque, la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse par le gouvernement et l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, qui rassemble des pays d'Amérique du Sud. Ils craignent alors une concurrence déloyale et une baisse de leurs revenus. La réponse du gouvernement, c'est ce projet de loi d'urgence agricole. Projet de loi qui balaie de nombreux sujets, le loup, l'approvisionnement des cantines, l'élevage, les revenus et l'eau. Et la gestion de l'eau, justement, c'est un des sujets qui a suscité le plus de tensions. 4 articles sont consacrés à cet enjeu, les articles 5, 6, 7 et 8. Les 2 premiers prévoient une simplification de l'installation des bassines pour irriguer les cultures. Et vous, chez Greenpeace, vous dénoncez une privatisation de l'eau au profit de l'agriculture. C'est quoi le problème exactement ? Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Privatisation, on dirait accaparement. Accaparement de l'eau par, non pas par l'agriculture, nous à Greenpeace, et je crois que toutes les associations écologiques ont bien conscience que l'eau est vitale pour l'agriculture, mais accaparement pour une minorité des agriculteurs et des exploitations agricoles. 6% de la surface agricole utile en France est aujourd'hui irriguée. Et la consommation de l'eau, c'est-à-dire que ce prélèvement qui va disparaître, est très majoritairement consommé donc par l'agriculture. On est à près de 60% de la consommation en France de l'eau par l'agriculture. Et je le rappelle, pour uniquement 6% de la surface agricole utile. Et donc, il nous semble qu'il y a un enjeu majeur, du fait aussi du dérèglement climatique, à veiller à un bon partage de la ressource en eau, à faire en sorte que les différents usages soient conciliés et qu'on évite que cette eau et cette irrigation servent uniquement une minorité des agriculteurs. On pense qu'il y a besoin aussi de garantir, de vérifier que l'élevage a bien accès à l'eau, que les maraîchers ont bien accès à l'eau. Or, aujourd'hui, ce sont souvent des céréaliers, notamment du maïs qui est majoritairement utile à l'exportation et à l'élevage. Et donc, on dénonce cet accaparement qui conduit à quelque part une forme d'exportation, y compris de notre eau, à l'étranger. Et très concrètement, là, dans ces articles, qu'est-ce qui fait qu'on aurait un accaparement en fait, de cette ressource d'eau par cette minorité d'agriculteurs, enfin, notamment, je pense, au niveau local, la composition des commissions locales de l'eau qui permettent, en fait, pour le dire très simplement, de voir où on utilise cette eau, à quels usages et tout ça. Il y a notamment la question de la composition de ces commissions qui va changer avec cet article. Exactement. Le gouvernement avait promis qu'il ne bougerait pas et qu'il n'ouvrirait pas une modification des politiques de l'eau. On a une politique de l'eau qui est regardée avec envie dans nombreux pays. C'est une innovation qu'on connaît peu dans notre pays et pourtant c'est assez intéressant. On a une démarche dans ce qu'on appelle les bassins versants, c'est-à-dire autour d'une rivière. On a des parlements de l'eau qui s'appellent en fait les commissions locales de l'eau, qui vont regrouper les différents usages, des représentants aussi de l'État, des élus, et puis donc des associations écologistes, des agriculteurs, des usagers économiques, etc. Tous ceux et toutes celles qui ont maille à partir avec l'eau, et qui vont délibérer et réfléchir à la hiérarchisation et à la répartition des bons usages. C'est plutôt intelligent si on veut essayer de réfléchir à voir comment on peut vivre ensemble. Et on pense que la démocratie, la délibération collective, c'est souvent comme ça qu'on peut se sortir des tensions. Ce qu'a fait un député MoDem lors du débat, c'est de proposer effectivement une modification de cette commission locale de l'eau en argumentant du fait que les agriculteurs n'étaient pas suffisamment représentés. Nous, on a bien travaillé à Greenpeace là-dessus. L'an dernier, on a
publié un rapport que vous pouvez trouver sur le site de Greenpeace qui s'appelle Démocratie à sec et qui montre qu'en fait, outre la représentation directe des agriculteurs, on a beaucoup d'élus locaux qui sont en lien avec et qui, ce qu'on appelle, sont des doubles casquettes, c'est-à-dire qui sont eux-mêmes agriculteurs ou anciens dirigeants de la FNSEA, etc. Et qui ont quelque part des conflits d'intérêts. Et donc, ce qu'on montre d'ailleurs, c'est qu'en fait, il y a une proportion très importante déjà dans ces commissions locales de l'eau de personnes qui ont des intérêts à l'irrigation. Il nous semble qu'il faut veiller au contraire, plutôt que de renforcer tel ou tel usager, vérifier que cette commission locale de l'eau, elle représente bien la réalité et la diversité des usages pour que ça soit un espace de délibération et qu'on puisse construire un apaisement sur cette question et qu'on veille à l'intérêt général. L'intérêt général, ça ne peut pas être de garantir l'accaparement de l'eau pour une minorité de la population et un intérêt particulier. Et donc là, avec tout ce que vous nous dites, c'est que déjà là, on a une présence des agriculteurs ou en tout cas des acteurs qui ont des liens avec l'agriculture, déjà qui est assez importante. Et là, en fait, avec ce texte, l'idée, ce serait de passer actuellement, les élus locaux, ils représentent 50% de ces commissions, enfin des membres de ces commissions locales de l'eau, à seulement 33% au profit des agriculteurs. Et donc, encore une fois, d'avoir une surreprésentation des enjeux agricoles dans ces commissions-là. Oui, pour être précis, parce qu'on pourra me rétorquer, non, c'est pas au profit des agriculteurs. C'est vrai que dans le texte, c'est dit pour les usagers économiques et non économiques. Mais l'argumentation d'ailleurs du député, il s'en cache pas, hein, c'est bien de dire, il faudra veiller à ce qu'il y ait plus d'agriculteurs. Et c'était d'ailleurs une demande de la FNSEA, c'était dans sa liste de courses, sur laquelle on pourra revenir, quand ils ont fait cette demande à Sébastien Lecornu d'avoir une loi d'urgence agricole lors de la crise que vous évoquiez en introduction. Et une autre mesure qui figure dans ces articles, c'est la question aussi de la réduction de l'usage de l'eau. Où en fait, il y a notamment une des mesures, pour vous citer le texte, qui prévoyait notamment en fait, de baisser les prélèvements qui étaient supérieurs à 20%. Et finalement, cette baisse de prélèvement, elle devient facultative si dans le projet, on n'a pas des bassines. Là aussi, est-ce qu'on fait fausse route ? Est-ce que ça correspond vraiment à la réalité ? Si on a moins d'eau, est-ce qu'il ne faut pas réduire justement cette consommation d'eau ? Évidemment. Ce qui, moi, me met en colère, au-delà de cet article que vous citez, cette logique générale qui va conduire à approfondir les tensions qui parfois sont déjà vives sur des territoires, qui ne garantit pas l'intérêt général. C'est qu'en plus, c'est un texte qui a été formulé par le gouvernement, qui s'assoit quelque part ou qui foule aux pieds tout un tas de rapports, y compris de ses propres institutions publiques. La Cour des comptes en 2023, France Stratégie en 2024, le Conseil d'analyse économique en 2025. Tous ces rapports disent une chose, il va falloir, avec le dérèglement climatique, veiller à réduire notre consommation en eau. Et donc, on doit aller vers l'accompagnement des agriculteurs et des agricultrices. Bien sûr qu'il faut les accompagner et financer exactement cette transition, mais aller vers une baisse de la consommation. Ce texte fait l'inverse, c'est quelque part un déni de la réalité, effectivement, en cherchant à mettre l'accent sur le stockage. Et quelque part, on cherche à faire toujours comme avant, alors que le monde bouge et que la réalité climatique s'impose à nous. Et donc, on doit, et c'est gouverner, c'est prévoir, dit-on, on devrait avoir un gouvernement qui nous aide et qui aide les agriculteurs à entrer dans ce 21e siècle qui va être malheureusement difficile en termes sur le terrain de la ressource en eau. Et un autre élément, enfin un autre sujet en lien avec l'eau, c'est les zones humides qui font aussi partie du texte, notamment c'est l'article 7 qui est dédié à ces zones humides et notamment à la restauration des zones humides les plus dégradées. Et en fait, il y a un principe de proportionnalité qui a été adopté. Donc, pour le dire plus simplement, plus une zone est en mauvais état, moins les efforts pour la restaurer vont être importants. Et ce principe de proportionnalité, il interpelle un peu. Enfin, ça semble un peu contradictoire. On aurait tendance plutôt à penser qu'il faut faire l'inverse.
revenons sur les zones humides. C'est des espaces qui sont essentiels, qui sont gorgés d'eau, qui vont favoriser le filtrage de l'eau, qui vont permettre de conserver de l'eau. C'est les meilleurs, espaces pour conserver l'eau, qui, y compris, vont favoriser le captage carbone, etc. Et on a, depuis des décennies déjà, mis à mal près de 40% des zones humides qui existaient. Donc, avec ce texte, comme vous le dites effectivement, c'est une logique qui vise à achever la dégradation plutôt qu'à chercher à restaurer. Et donc, on va, on marche en arrière. C'est pas du tout une politique qui va permettre de garantir et de protéger les zones humides. Alors, qu'on soit bien clair pour les auditeurs et auditrices, aujourd'hui, il est déjà possible de faire des projets dans les zones humides, y compris des projets agricoles. Simplement, ces projets, ils sont soumis à des autorisations et à une étude d'impact, etc. Et comme vous l'avez bien dit dans votre lancement, effectivement, ce texte vise à, quelque part, déréguler en fait cela pour favoriser effectivement des projets et donc achever la dégradation de zones humides qui sont déjà bien en peine. En fait, dans ce texte, les questions de la réalité du terrain, la question des conséquences aussi du changement climatique, elles sont pas tout à fait considérées, elles sont plutôt mises de côté, quoi. Oui, on a de toute façon un texte qui vise à rentrer dans le récit du gouvernement qui est un peu leur mantra depuis plusieurs années pour contourner quelque part en fait le déficit de leur politique et l'échec de leur politique. C'est-à-dire qu'ils agitent une opposition qui est factice entre écologistes ou écologie et agriculteurs. Bon, comme si d'une part les agriculteurs étaient homogènes et avaient tous les mêmes intérêts, puis souvent les agriculteurs, eux, ils prennent bien soin. Aussi, il y en a beaucoup qui travaillent et qui ont envie d'aller vers la transition écologique. Bon, et donc l'opposition entre écologie et agriculture, nous, on pense que c'est un chiffon rouge qui est agité pour détourner des vrais sujets. Un autre sujet de ce texte, c'est la question de l'élevage et notamment des bâtiments d'élevage. Aujourd'hui, ces bâtiments, ils dépendent d'une réglementation qui est celle des installations classées pour la protection de l'environnement quand ils dépassent une certaine taille. Donc ça veut dire en fait que pour agrandir un bâtiment, les normes sont assez strictes, mais grâce à ce projet de loi, le gouvernement va pouvoir légiférer par ordonnance et simplifier ses procédures pour agrandir ces bâtiments d'élevage. Et vous, chez Greenpeace, ça vous inquiète aussi cette question-là. Pourquoi ? Oui, c'est un boulevard ouvert qui s'ouvre à l'industrialisation de l'élevage. On a déjà recensé, nous, à Greenpeace, il y a plus de 3000 fermes-usines, c'est-à-dire ces installations qui sont en fait des installations industrielles qui, comme une usine Céveso, va avoir un impact sur l'environnement, la qualité de l'air, l'eau, etc. Et donc doit être soumis à autorisation. Ce que le gouvernement veut faire, c'est sortir les élevages industriels de cette réglementation ICPE pour qu'on favorise et facilite l'industrialisation. Donc c'est un vrai problème environnemental, c'est aussi un vrai problème pour l'avenir de l'agriculture et du monde paysan. Aujourd'hui, un agriculteur sur 2 part à la retraite dans les 5 années qui viennent. Bon. Que va-t-il se passer si on favorise l'industrialisation ? Ça ne va pas être le renouvellement des générations, ça va être la concentration du capital et ça va être des firmes, ça va être des gros agriculteurs qui vont racheter les autres fermes, etc. Et ça a aussi des effets en termes d'emploi, en termes d'aménagement du territoire, en termes de dynamique dans les territoires ruraux. Donc là, c'est particulièrement grave. C'est grave d'un point de vue environnemental, c'est grave sur en plus la vie des animaux dans ce type d'installation et c'est très grave aussi d'un point de vue, aménagement du territoire, vie en société, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi, notamment en fait, ce qui est pour les défenseurs de cette mesure-là, c'est l'argument qui est avancé, c'est de se dire, on fait ça pour justement permettre de faire face à la concurrence de ce type de structures qui existent dans les pays d'Amérique du Sud, qui vont pouvoir importer leurs produits dans l'Union européenne avec l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur qui a été adopté. Ça, c'est pas pour vous un argument qui s'entend ? Est-ce que c'est pas la meilleure façon aussi de contrer cette concurrence qui vient d'Amérique du Sud ? C'est une question très importante. Il faut savoir ce qu'on veut, en fait, sur quel type d'alimentation. Et là, c'est un débat démocratique, en fait. Nous, on appelle, d'ailleurs,
on s'appuie aussi sur ce que le mouvement paysan, la Via Campesina, la Confédération paysanne, appelle la souveraineté alimentaire. On pense qu'il y a besoin d'un vrai débat démocratique. Et que ce débat démocratique, il doit porter sur quels sont les types de produits, la qualité, etc., et quel type de production sur notre territoire. Bon. Si on rentre toujours dans cette logique de concurrence, on ne s'en sortira pas. Parce que derrière cette course à la concurrence et à la compétitivité, ça sera toujours le moins 10 ans en termes de qualité du produit, en termes de protection de l'environnement. Et la dernière étape, ça sera quoi ? Ça sera le moins 10 ans social aussi. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Si on veut être complètement dans la concurrence, mais dans ce cas-là, il faut faire exploser l'ensemble des normes sociales. Les gens ne plus garantir un revenu, ne pas avoir de rémunération avec le SMIC, etc. pour des salariés, parce que là, on sera vraiment capable d'assumer la concurrence. Est-ce que c'est ça la société qu'on veut pour d'un point de vue social, écologique, dans les années à venir ? Nous, on dit clairement non. Et alors vous abordez justement cette question des revenus, qui est aussi, aussi dans ce texte. Qui en fait, il y a eu un amendement porté par la France Insoumise, soutenu par le Rassemblement National, qui a été adopté. L'objectif de cet amendement, c'est d'instaurer des prix planchers dans les négociations commerciales entre les agriculteurs et les industriels. Et ça, si je vous suis bien, c'est plutôt une bonne nouvelle et une bonne surprise de ce texte. C'est la seule avancée, quelque part, de ce texte. Malheureusement, c'est déjà annoncé par le gouvernement et par le Sénat, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir dessus, puisque fin juin, le texte va être abordé et examiné au Sénat. C'est la question nodale, c'est l'enjeu majeur pour l'agriculture. La profession agricole, elle n'est pas homogène, d'une part. C'est une des professions qui est la plus inégalitaire en France, avec des écarts qui vont de 1 à 100 au moins en termes de revenus. Et on a, c'était un rapport, il me semble, d'un an ou deux, qui montrait qu'il y avait 43% des agriculteurs qui, en moyenne, percevaient un revenu inférieur au SMIC. 43%, où on est pratiquement à la moitié des agriculteurs qui gagnent moins que le SMIC, avec des volumes horaires, des conditions de travail difficiles, etc., etc. Donc oui, l'enjeu majeur pour régler ou répondre au renouvellement des générations, pour faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui ont envie de s'installer, pour répondre à l'urgence agricole et à la volonté aussi d'une majorité d'agriculteurs qui le disent dans les enquêtes, qui sont prêts à aller vers la transition écologique, mais qui ont besoin de pouvoir vivre de leur travail. Et ça, c'est tout à fait normal. Ce que les pouvoirs publics devraient faire, c'est s'attacher uniquement d'abord et avant tout à cette question du revenu pour pouvoir dérouler ensuite et articuler une vraie politique qui protège à la fois les paysans, l'environnement et notre alimentation. Et ça, c'est ce qu'on porte de concert. Alors Greenpeace, avec l'ensemble du collectif Nourrir, qui regroupe des organisations agricoles, des organisations environnementales, il nous semble qu'il faut aller vers cette politique qui concilie les intérêts et qui protège à la fois le revenu des paysans, leurs conditions de travail et l'environnement. Et dernière question, vous l'avez un petit peu évoqué, mais en tout cas, là, le texte, il a été voté à l'Assemblée nationale. Il va maintenant être envoyé au Sénat, où il va être examiné à partir de la fin du mois. Donc le Sénat, où il y a une majorité plutôt de droite. À quoi on peut s'attendre en termes d'amendements, de modifications du texte qui a été voté là cette semaine ? On s'attend, c'est une certitude, à des reculs majeurs, c'est annoncé. Alors un des rapporteurs de cette loi, c'est Laurent Duplon, sénateur qui s'est fait connaître avec sa loi Duplon l'an dernier. Souvenez-vous, il y a plus de 2 millions de personnes qui se sont soulevées dans une pétition et qui ont dit non, en fait, on veut protéger notre santé, on veut pas le retour des néonicotinoïdes, et notamment de l'acétamipride, neurotoxique, qui est interdit en France depuis 2020. Laurent Duplon, malgré cette alerte sociale, cette mobilisation forte, malgré la censure du Conseil en août, et donc cet article a été retiré, il veut revenir à la charge. Et donc, il a annoncé qu'effectivement, il va essayer de faire en sorte qu'il y ait des amendements permettant le retour des néonicotinoïdes en juin prochain au
au Sénat. Et puis sur d'autres sujets, sa volonté, c'est de favoriser encore plus le stockage, alors qu'on a bien montré que, voilà, en donnant des objectifs pour chaque territoire et d'aller toujours plus loin sur l'industrialisation, en fait sur une agriculture très intensive qui serve surtout les intérêts d'une minorité des agriculteurs et qui satisfasse surtout la FNSEA et cette minorité d'agriculteurs qui bénéficient d'ailleurs aujourd'hui de cette ouverture à l'international. Un grand merci, Julien Rivoire, chargé de campagne agriculture au sein de Greenpeace France, d'être venu nous expliquer ce projet de loi. Merci à vous. Le magazine de la Grasse matinale, l'invité.